Vitesse et précision, c'est ce qui manquait pour aller sur la Lune. On va reprendre doucement. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va finir notre histoire avec Sergueï Korolev et toutes ces histoires de grandes fusées sur un pas de tir. Donc je vous rappelle, on s'était arrêté là la semaine dernière, les Américains ont espionné les Russes, bizarre, et ils ont trouvé un gros cylindre sur un pas de tir qui s'apparente donc à être une fusée qui fait environ 110 mètres de haut. Pas ouf. On était en 1967. Les Américains, ils sont pas encore lancés à mort vers la Lune. Il y a eu certes beaucoup de missions de Gemini encore en 1967, mais je vous rappelle qu'Apollo 8, vraiment la première mission consiste à faire un tour autour de la Lune, décolle que fin 68. Donc on est un an avant Apollo 8. Donc les Américains, ils sont un peu comme ça en voyant cette fusée posée sur le pas de tir. Alors qu'est-ce que c'est que cette grosse fusée, justement posée à Baïkonour ? On va reprendre depuis le début. Je vous rappelle, début de la décennie, Kennedy fait un discours où il dit qu'ils vont se poser sur la Lune avant la fin de la décennie. Donc avant 70 quoi. Et donc les Américains se lancent dans une course à la Lune et par conséquent les Russes aussi. Bah oui, ils sont obligés de se lancer parce que sinon ils vont être à l'amende et pour le Parti communiste et l'image que ça donne du Parti communiste, c'est pas ouf. Donc tout le monde se lance vers la Lune. Korolev est évidemment mis à la tâche, parce que je vous rappelle que sans lui, pas de programme spatial, donc il est là pour commencer un programme lunaire. Glouchko aussi, qui va s'occuper de la propulsion, et Tchelomet, qui va s'occuper, lui, de construire un train lunaire. Ces idées de lanceurs lourds UR-500 et Proton sont arrêtées pour qu'ils se concentrent à mort sur le train lunaire qui s'appelle le LK-1. Donc, tout ça commence à se mettre en route. Je vous rappelle que Glouchko, c'est le gars qui a dénoncé Korolev, et donc Korolev est parti au goulag à cause de Glouchko. Donc, sachant que Glouchko est censé s'occuper de la propulsion des fusées, il refuse en fait Korolev ce partenariat et il va faire appel à quelqu'un d'autre qui s'appelle Kuznetsov. La fusée N1, c'est comme ça qu'elle s'appelle, commence à être construite et ils estiment qu'elle va pouvoir mettre entre 40 et 50 tonnes en orbite basse, ce qui est énorme, c'est déjà un lanceur très lourd. Donc, 40-50 tonnes, il faut soit des très gros moteurs, soit beaucoup de moteurs. Donc je vous rappelle, Korolev fait appel à un gars qui s'appelle Kuznetsov, qui lui construit des nouveaux moteurs qu'on appelle les NK-15. Honnêtement, c'est des moteurs de fou furieux. Dérivé du NK-9 qui servait à des missiles balistiques, le NK-15 est un moteur à kérosène et oxygène liquide assez petit. En vrai, il fait 1,5 tonne le moteur. Bon, c'est beaucoup, mais pour un moteur fusée, c'est pas énorme. Sauf que la N1 elle est énorme pour le coup et les moteurs sont pas assez puissants. En fait ils arrivent juste pas à soulever la fusée quoi. Donc Kuznetsov va se creuser la tête et il va avoir une petite idée. Il va réussir à augmenter de près de 30% la puissance de leur moteur, ce qui est juste énorme, en se disant tout simplement, tiens, les gaz d'échappement du moteur. Petit aparté, oui, un moteur fusée produit des gaz d'échappement. Il y a certes les jets de flammes derrière la tuyère qu'on connaît tous, mais il y a aussi des gaz d'échappement, parce qu'il y a une autre combustion qui se fait à un autre endroit, qui sert à faire tourner les turbopompes, et cette combustion-là produit des gaz d'échappement. Et donc, en plus, le moteur perd de la puissance, parce que il utilise en fait une partie de lui pour faire tourner les turbopompes. Et ces gaz d'échappement-là, Kuznetsov il se dit, tiens, on va les remettre dans la chambre de combustion principale, et on va les faire sortir par la tuyère principale. C'est dangereux, parce que ça veut dire que tu réinjectes tous tes gaz d'échappement dans la chambre de combustion. Ce qui rend ton moteur un peu moins fiable, il tourne beaucoup plus fort et donc plus instable. Mais ça marche. Les moteurs NK-15 sont juste surpuissants. Entre 1 tonne 2 et 1 tonne 5 pour le poids du moteur, qui produit une poussée de 150 tonnes. What the fuck, putain de bordel de merde. C'est juste énorme. Donc ouais, les NK-15, ils décoiffent très vénère. Bon, maintenant il faut soulever cette fusée, et elle va pas faire 150 tonnes, donc il faut en mettre une grosse paire de moteurs. Korolev en met 30 sur le premier étage. 30 c'est énorme. 30 moteurs qui tournent au même endroit, c'est énorme. Ensuite un deuxième étage avec 8, NK-15, même 8 c'est énorme. Ensuite étage 3, 4, 5, etc. Il faut savoir que les moteurs à kérosène et oxygène liquide, ça marche du feu de Dieu dans l'atmosphère. Une fois qu'on dépasse cette atmosphère et la ligne de Kármán, on arrive dans l'espace, et l'espace c'est vide. Et là, ça marche beaucoup moins bien. Et en fait, il faut savoir que les Américains, ils avaient des moteurs à hydrogène et oxygène liquide. Hydrogène liquide et oxygène liquide. Qui, eux, marchaient vachement bien dans le vide de l'espace. On pouvait produire une très grosse poussée. Sauf que Korolev n'a pas eu le financement du Parti communiste pour développer ces moteurs-là. Donc même dans le vide spatial, ils utilisaient des moteurs à kérosène.
C'est moins bien, mais bon, ils n'avaient pas d'autre solution. Finalement, la charge utile maximum de la N1 sera autour de 90 tonnes, et c'est en partie aussi à cause de ses moteurs à kérosène. Je vous rappelle que la Saturn V, à peine plus grosse que la fusée N1, elle, c'était 110 tonnes, plutôt simple en orbite basse. Ben, c'était grâce aux moteurs cryogéniques, tout simplement. Les moteurs hydrogène liquide, oxygène liquide, on appelle ça des moteurs cryogéniques. Donc, en 67, la N1 est posée sur un pas de tir. Les Américains se chient dessus, tout simplement. Mais en fait, aux dernières nouvelles, quand Apollo 8 décolle et tourne autour de la Lune, bah la N1, elle a toujours pas décollé. C'est un peu bizarre. Ça veut dire qu'elle est posée pendant 1 an sur le pas de tir. Peut-être qu'à des moments elle a été enlevée puis remise, mais elle a jamais décollé. Parlons rapidement du train lunaire soviétique. Et pour ça, on va parler du train lunaire américain. En gros, le LEM américain, c'était fait de 2 modules. Il y avait un module de commande accroché au LEM. Le LEM descendait sur la Lune et le module de commande restait en orbite. Il y avait 3 astronautes en tout. Il y en avait 2 dans le LEM et 1 dans le module de commande. Donc comme je l'ai dit, le module de commande restait en orbite autour de la Lune pendant que le LEM descendait sur la Lune, tout simplement. Il faut savoir qu'on pouvait naviguer du module de commande au LEM via un passage en fait entre les deux. Les 2 objets étaient dockés entre eux, enfin ils étaient accrochés entre eux, et on pouvait naviguer entre les deux sans problème. Et il y avait plutôt pas mal d'espace. Et le train lunaire soviétique, le LK-1, c'était pas du tout comme ça. Il y avait un module de commande, enfin un module de propulsion on va dire, et il y avait seulement 2 cosmonautes déjà. Sauf qu'en fait, pour rentrer dans le train lunaire soviétique, il fallait sortir. Et ouais, il fallait faire une EVA, il fallait sortir du module de propulsion, aller dans le LK1, et ainsi de suite. Galère, très très galère. Surtout que le LK1 est beaucoup plus petit. Je vous mets une image de comparaison entre les deux. Le plus gros, c'est celui américain, et le plus petit, c'est celui des Russes. Il fait un peu pitié, celui des Russes. En fait, la charge utile est si petite à cause de la N1 qui pouvait juste pas emmener beaucoup plus, quoi. Je vous rappelle que certes, on met beaucoup en orbite basse, mais pour emmener jusqu'à la Lune, il faut encore pousser très très fort, donc il faut encore beaucoup de carburant, donc la charge utile de l'orbite basse, elle est... trop casse du carburant pour aller jusqu'à la Lune. Donc le train lunaire soviétique, il fait un peu pitié, mais sur le plan, il est fonctionnel. On va faire un petit retour en arrière, parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. C'est un oubli voulu. Je vous rappelle que Korolev est passé par la case goulag, et par la case interrogatoire un peu musclé. Donc après de graves problèmes de santé, je vous rappelle qu'il a eu un problème au cœur, problème à la mâchoire, etc. Il est opéré. Et son opération se passe mal et il décède des suites de l'opération. Je vous rappelle que Korolev tenait tout le programme spatial à lui tout seul et là il perd un élément rare. Il meurt en 66. Il avait énormément supervisé la construction de la fusée N1, c'était un peu son bijou parce que lui il voulait aller sur la Lune et il la verra jamais voler. Enfin bref, c'est Vassili Mishin qui va reprendre le programme spatial soviétique, mais c'est pas Korolev. Il a pas sa force, il a pas sa hargne, il a pas son pouvoir de persuasion, donc tout va être ralenti. C'est en partie pour ça que la N1 n'est pas arrivée sur la Lune avant les Américains. Enfin bref. En plus de ça, il y a des problèmes d'argent, le programme spatial russe, il commence un peu à tourner boudin. On avance à 1969, et là, le 21 février, la course à la Lune est toujours d'actualité, et la N1 démarre ses 30 moteurs et se prépare à décoller. Il n'y a pas de cosmonautes à l'intérieur, c'est le premier vol de la N1, donc on va mettre une maquette du train lunaire et faire des essais en orbite basse, un peu comme Gemini ou un peu comme Apollo 4, 7, etc. Enfin des Apollo 2 jusqu'à 7. Ils savent qu'ils sont en retard, mais c'est toujours pas perdu la course à la Lune. Donc le 21 février, elle décolle, on sent vraiment la puissance du monstre, et elle décolle, elle avance, elle accélère fort, et des moteurs se coupent à droite à gauche à cause de l'ordinateur de bord qui est en fait pas très fiable, il comprend pas trop ce qui se passe à cause de toutes les vibrations. Oui, je vous l'ai dit, 30 moteurs à cycle fermé au même endroit, ça doit faire un sacré vacarme. L'ordinateur de bord ne comprend pas tout, il coupe des moteurs à droite à gauche, on sait pas trop pourquoi, et il faut savoir que s'il coupe un moteur, il doit couper le moteur opposé, sinon la poussée elle est plus équilibrée. Donc certains moteurs se coupent, comme je l'ai dit, un feu se propage dans le module de propulsion et la fusée explose. AT plus 70 secondes de vol. Mais la course à la Lune n'est toujours pas perdue. Mais les Américains ont certes pas mal d'avance, mais ils sont toujours en course, personne n'a posé le pied sur la Lune encore. Allez, ils se disent que c'est pas grave, ils refont une N1, ils ont pas mal de modules en fait à construire, ils en avaient commandé 15, au final il n'y en aura pas autant qui décollera, mais ils avaient beaucoup de modules, ils pouvaient reconstruire une fusée plutôt rapidement. Et les Russes, il faut savoir que pour essayer une fusée, ils la font décoller. Les Américains, ils font une batterie de tests avant. Les Russes, non. Les Russes, c'est on envoie, ça marche ou pas. On verra. Moi, je suis plus comme ça. Bon, on verra que, voilà. Enfin, no spoil, mais... Enfin, bref.
Le 3 juillet, les 30 moteurs de la N1 se font de nouveau entendre. Toujours la maquette du train lunaire dans sa coiffe, elle va pas utiliser des cosmonautes ou le vrai train lunaire. Et elle décolle à 100 mètres de haut, elle prend feu. Parce qu'en fait, il y a une conduite d'oxygène qui se rompt, on ne sait pas trop pourquoi, et un moteur a avalé un débris d'aluminium. Donc en fait, le moteur prend feu et tout prend feu. Et la N1 s'arrête, s'immobilise et retombe. Sur le pas de tir. Pas de chance, hein. Bah ouais, elle était qu'à 100 mètres de haut. Pas ouf. Et là, le pas de tir est complètement détruit. Une fusée de plusieurs milliers de tonnes qui retombe, juste pleine d'explosifs, hein, plein de carburant, bah ça détruit complètement le pas de tir. Et là, il faut vite reconstruire le pas de tir. Donc en 3 jours, ils arrivent à le reconstruire. Non, je déconne. Ils vont prendre 3 ans à le reconstruire, le pas de tir, parce qu'il est vraiment entièrement détruit. Et donc bah là, la course à la Lune est perdue, parce que c'est quelques jours après que Apollo 11 décollera et mettront le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. Là, c'est définitivement perdu. Il restait encore 2 N1 qui allaient décoller, donc en 72, donc 3 ans après, et elles vont décoller et les 2 échoueront. À chaque fois, ce sera un échec, ce qui fait que c'est le lanceur le moins fiable de l'histoire. 4 vols, 4 échecs. Petite anecdote, à l'explosion de la deuxième N1 que je vous ai expliqué quand elle est redescendue sur le pas de tir, c'est l'explosion non nucléaire la plus puissante enregistrée sur Terre. Malheureusement, elle a été détrônée il y a peu à cause de l'explosion à Beyrouth, mais pendant très longtemps, ça a été l'explosion non nucléaire la plus puissante. Le pas de tir fut rasé entièrement. Genre, tellement il y avait de carburant, une grosse boule de feu. Impressionnant. Autre petite anecdote, c'est un satellite de météo américain qui repérera l'explosion et... c'est un satellite de météo quoi, pas un satellite espion le truc quoi, c'est vraiment un satellite de météo qui voit une énorme explosion à l'horizon. C'est que ça a dû péter bien fort. Enfin bref. La course à la Lune est perdue par les Russes, et les Américains ont toute la gloire qu'il faut, et le programme lunaire russe s'arrête très rapidement. Faute d'argent et faute de Korolev, en fait beaucoup de choses vont s'arrêter dans le programme spatial russe. De toute façon, ils ont perdu, donc au final, ça motive moins à avancer, hein, la course contre les Américains. Donc tout va se ralentir vachement en fait. L'histoire de la N1 et des cosmonautes qui devaient aller sur la Lune, c'est vraiment quelque chose de pas très connu. Hein. On parle très souvent des missions Apollo parce que c'est super connu, il y a eu plein de films et voilà, c'est les premiers quoi. Et il y a un drapeau américain sur la Lune. L'histoire de l'URSS et du programme lunaire de l'URSS, il est vraiment pas connu. Et en plus, il faut savoir qu'ils avaient quand même une petite faculté à cacher les choses. Hein. Les soviétiques, quand ça échouait, ils fermaient un peu leur gueule. Tout sera rendu public à l'effondrement de l'URSS, et quand toutes les archives furent rendues publiques, là on a appris plein de choses sur le programme spatial et le programme lunaire de l'URSS. Korolev, pendant son vivant, il sera évidemment décoré. Il fut décoré 2 fois pour héros du travail socialiste, et quand il est mort, il fut décoré plusieurs fois de la médaille Lénine, et son nom est inscrit évidemment à l'Académie des sciences de l'URSS et donc de la Russie. Que sont devenus les autres? Vassili Michin a continué à tenir les rênes du programme spatial russe. Ensuite, Tchelomei, lui, il est reparti sur ses lanceurs lourds. Il a été financé et l'UR-500 et les fusées Proton ont été construites et développées. Glushko s'occupera encore un moment des propulsions des fusées et des missiles balistiques. Et il y a une chier de moteurs NK-15 à cycle fermé juste hyper puissants qui sont entassés dans des hangars en URSS qui ont été gardés pendant très longtemps par Kuznetsov. Parce qu'il voulait pas donner ces moteurs parce que c'était vraiment des bijoux et en fait l'URSS voulait les reprendre, les refondre et faire autre chose, mais lui non, donc il les a cachés dans des hangars. Vraiment c'est un scénario de film le truc. Une dernière question peut être soulevée, pourquoi la N1 était posée depuis 1967 sur le pas de tir sans jamais décoller? Tout simplement parce que c'était une maquette à l'échelle 1. On ne sait pas trop pourquoi elle était là, peut-être pour faire peur aux Américains, c'est possible, ou peut-être pour construire un pas de tir suffisamment gros pour une grosse fusée comme ça, donc ils ont fait une maquette, on ne sait pas trop, mais voilà, elle était là posée depuis 1967 sans jamais décoller jusqu'en 1969. Il faut savoir que les maquettes de trains lunaires qui étaient en haut de la N1 pendant les essais de la N1, ils n'ont jamais été détruits, parce qu'à chaque fois les tours de sauvetage s'allumaient très fort. En fait c'est une tour qui, s'il y a un problème, s'allume, qui a une poussée qui est fulgurante, et le train lunaire est arraché et il atterrissait beaucoup plus loin sans trop de casse. Donc s'il y avait eu des cosmonautes, à chaque fois, les cosmonautes n'auraient normalement rien eu. Mais bon, premier tir, on évite de mettre des cosmonautes dedans, quoi. Voilà pour ces 2 épisodes sur la fusée N1 et Korolev. On a un peu moins parlé de Korolev parce qu'il est mort.
déjà, donc c'est déjà un assez gros truc, je trouve. Mais je vous rappelle quand même que Korolev a tenu les rênes du programme spatial soviétique pendant très longtemps, et enfin vraiment, c'est un gars juste incroyable ce mec. J'espère que ces 2 vidéos vous ont plu sur le programme lunaire soviétique. Évidemment, on va parler du côté américain prochainement. Et ensuite, on va continuer, parce que la conquête spatiale et la guerre froide, ça dure quand même jusque loin, en fait. Là, on est seulement dans les années 70. Donc, on va quand même continuer. Bon, tout simplement, moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et puis voilà. Allez, bisous tout le monde.